Bonjour et bienvenue dans ce débat depuis le Parlement européen de Strasbourg. Nous allons parler de la situation en Ukraine, de ce que peut et de ce que doit faire l'Union européenne dans cette conjoncture de guerre tout à fait unique, tout à fait exceptionnelle sur le continent européen. Nous en parlons avec 3 eurodéputés, tous les 3 membres du groupe La Gauche au Parlement européen. Je commence par Malin Björk, vous êtes députée européenne suédoise, membre du parti de la gauche, si je ne me trompe, de gauche tout simplement. Oui. Manon Aubry, députée européenne française, membre de la France Insoumise. Marc Botanga, vous êtes député européen de Belgique, vous êtes membre du PTB, du Parti du Travail de Belgique. Bonjour à vous et merci d'être autour de ce plateau dans cette circonstance particulière où vous avez beaucoup de choses à faire. Manon Aubry, c'est vous qui êtes intervenu il y a une semaine dans l'enceinte du Parlement européen pour votre groupe, pour la gauche au Parlement, pour exprimer la position de votre groupe dans cette situation exceptionnelle de guerre. En résumé, en gros, condamnation bien sûr sans réserve de l'agression de la Russie contre l'Ukraine, en même temps aide et accueil inconditionnel des populations de réfugiés, il y a eu quelques problèmes, on aura sans doute l'occasion d'en parler tout à l'heure, et puis recherche d'une paix immédiate, fondée sur des négociations et sur le travail diplomatique. Si je résume, en gros, c'était ça. J'allais dire, on va peut-être faire tout de suite un petit tour de table. Qu'est-ce qui est en train d'évoluer si on voit ce qui s'est passé en 8 jours? Comment vous voyez les choses évoluer? Manon Aubry, peut-être que vous commencez à voir comment ça bouge. D'abord, on a la confirmation de la détermination de Vladimir Poutine d'aller jusqu'à la prise de Kiev, jusqu'à la prise du pays en entier. Et je crois que tous ceux qui pensaient que c'était juste un coup d'éclat de Vladimir Poutine, je crois, ont eu la démonstration à la fois de la gravité de ce qu'est en train de faire de Vladimir Poutine, de l'impact que ça a sur le terrain, puisque on a déjà, et c'est difficile à compter, mais évidemment des dégâts humains assez importants. Et en plus de cela, on a déjà près de 2 millions de déplacés, de réfugiés qui sont essentiellement dans les pays voisins à ce moment-là. Ils espèrent pour la plupart, et c'est normal, pouvoir retrouver leur pays le plus rapidement possible. Mais en tout cas, ce dont on a la certitude, c'est que c'est une guerre totale que veut mener Vladimir Poutine. Et qu'aujourd'hui, le rôle qui doit être le nôtre est d'à la fois, vous l'avez dit, une condamnation ferme de cet acte de guerre, d'une part, mais d'autre part, d'essayer d'y répondre par une assistance humanitaire aux réfugiés et trouver les conditions de la paix. Et nous, on pense dans notre groupe que les conditions de la paix, ce n'est pas eu pour d'œil, dent pour dent, et qu'il faut trouver les conditions d'une désescalade militaire. On va y revenir en détail sur ces points-là. Je pense que c'est effectivement très important à l'heure actuelle de détailler ces points au plus près. Malin Björk, quelle est votre réaction? Comment vous voyez les choses évoluer effectivement depuis 8 jours? Oui, je peux juste être d'accord avec ce que Manon vient de dire, que je pense que Poutine il a bien montré que c'est une guerre toute pleine, je ne sais pas comment dire en français, mais et que avec ça, il y a un danger pour toute personne qui se retrouve en Ukraine. Je suis très contente qu'il y aura cet accueil des réfugiés et des déplacés. Et je pense qu'il faut pas être naïf. Après, il faut se demander, ce sera quoi les actions les plus efficaces pour la déescalation et pour la sécurité en Europe. Ouais. Court terme et long terme. Voilà, on va les passer en revue un petit peu. Marc Botanga, votre impression aussi, vous, après 13 jours maintenant de guerre, comment vous voyez les choses évoluer? On vient de le dire, fondamentalement, vous voyez d'autres points importants? Non, je pense que la guerre va de l'avant, malheureusement. Donc c'est pas du tout. Donc c'est très clair qu'on est face à une invasion importante, grande, avec des bombardements très larges sur de grandes villes. Donc il est très clair que ce qu'on avait craint au début et ce qu'on a condamné, aujourd'hui ça se réalise. Je veux dire, on est face à une guerre qui est effectivement criminelle. Donc il y a la violation du droit international, de la Charte des Nations Unies, mais il y a aussi très clairement l'impact humanitaire que nous voyons, que ce soit par les réfugiés ou par les victimes. Donc de ce point de vue-là, la situation elle est vraiment dramatique et terrible. C'est là que se déplace la situation. Alors,
On va dire un peu de la manière dont on va revenir un peu sur la manière dont a réagi de façon assez spectaculaire. Ça a été noté, l'Union européenne dans cette conjoncture, qui a fait dire que l'UE sortait peut-être un peu de sa léthargie habituelle en matière de politique étrangère. Vous allez nous dire ce que vous en pensez. Ces mesures, on ne va pas toutes les énumérer. L'interdiction des transactions avec la Banque centrale russe, l'exclusion des 7 banques russes du système SWIFT, qui permet donc les paiements internationaux, l'interdiction du survol de l'espace aérien de l'UE, les sanctions contre les fonds appartenant à Vladimir Poutine, au ministre des Affaires étrangères ou à certains membres de la Douma. Comment est-ce que vous les jugez? Ça a été la première réaction, encore une fois presque la plus spectaculaire et ce dont tout le monde a parlé immédiatement. Comment jugez-vous ces sanctions? Est-ce que c'est la bonne méthode par rapport à ces différents points à adopter dans cette conjoncture, Manon Bry? Je pense qu'il y a 2 enjeux. Clairement, un des outils dans cette guerre est d'assécher et de taper au portefeuille de Vladimir Poutine et de ceux qui l'entourent et des oligarques russes. Et qu'en la matière, des sanctions comme la saisie des avoirs des oligarques russes est bienvenue. Et en même temps, j'ai envie de dire, comment voulez-vous saisir les avoirs des oligarques russes quand vous ne savez même pas où est-ce qu'ils se trouvent? Parce que c'est un rappel utile et c'est dommage qu'il ait fallu une guerre pour s'en rappeler, puisque nous, on mène la bataille ici sans cesse au Parlement européen, qu'en réalité, une grande partie des avoirs des oligarques russes sont enregistrés dans les paradis fiscaux. 3/4 des bateaux, des yachts de complaisance sont enregistrés à Malte. Donc c'est une demande aussi que notre groupe fait à la Commission européenne. On a déposé un amendement dans la résolution la semaine dernière, amendement qui, je le regrette, à très peu de voix près, n'a pas été adopté, demandant à ce que la Commission européenne demande un registre public à l'ensemble des paradis fiscaux, des avoirs qui sont détenus, pour qu'enfin on puisse les saisir. Et si au passage on pouvait récupérer tout l'argent perdu de l'évasion fiscale, ce ne serait pas un moindre mal. Et la deuxième chose sur les sanctions économiques, je vais me concentrer là-dessus, c'est que si sanctions économiques il doit y avoir, c'est pas aux peuples européens, c'est pas aux ménages les plus pauvres de payer le prix. Et c'est pour ça qu'on demande aussi des mesures de compensation pour faire en sorte que les prix du gaz, de l'énergie, de l'essence n'explosent pas comme on est en train de le voir partout en Europe. C'est en train de se passer. Malingberg, justement, on passe directement à ce chapitre, effectivement, des sanctions qui sont pas sans conséquences sur le continent européen, le prix de l'énergie, etc. Comment est-ce que vous réagissez? Est-ce qu'il y a une stratégie ou est-ce que vous entrevoyez une stratégie globale de l'UE dans ce domaine-là ou est-ce que chaque pays se débrouille à sa manière? Comment ça se passe? Comment vous voyez les choses? Bon, nous, pour certains, il a fallu une guerre pour dire qu'il ne faut plus être dépendant du gaz et pétrole russe, parce que c'est quand même ça une partie du base de pouvoir de cette despote Poutine. Et donc, nous, cette position, on l'a depuis longtemps, qu'on doit se rendre indépendante. Mais aussi, au niveau du changement climatique, c'est une urgence de tous les bords. Il y a une coïncidence de ces deux objectifs. Oui, mais je pense que maintenant, il y a de plus en plus de gens qui voient qu'il faut nous rendre indépendantes du pétrole et du gaz russe, mais en même temps, il faut investir dans des sources renouvelables pour une énergie qui peuvent nous mener vers le futur. Donc là, nous, on a été précurseurs, mais on a plus de gens avec nous aujourd'hui, je dirais, heureusement. Mais voilà, j'espère que c'est pas... Vous savez, le parti gauche suédoise, on n'est pas très en faveur d'une politique commune de défense, de sécurité, etc. Par contre, on serait très, très favorable qu'il y ait une politique d'investissement pour un changement dans les politiques d'énergie ensemble. Et donc j'espère qu'il y a certains pays comme l'Allemagne maintenant qui décident de mettre plein d'argent dans l'armement. C'est leur décision autonome. Hein. Même si j'aimerais bien voir que l'équivalent, au moins, est mis dans les investissements pour les renouvelables, par exemple. Ça serait bien pour le climat, ça serait bien pour rendre Poutine moins puissant, et ça serait la bonne chose à faire. On va parler de cet enjeu militaire. Marc Boitanga, comment ça se passe en Belgique, ces difficultés dont on parle là et qui sont complètement d'actualité aujourd'hui à cause des conséquences directes de cette guerre? Absolument. Donc la guerre, on le sait, c'est toujours les travailleurs qui payent en premier lieu, et maintenant c'est le cas. C'est le cas d'ailleurs aussi en Russie, je veux dire, parce qu'il y a quand même beaucoup de travailleurs russes.
Donc moi, je suis absolument pour d'avoir des sanctions très claires, dont parlait Manon, sur Poutine, sur le régime d'oligarques qui est en fait responsable direct de cette guerre criminelle qu'ils sont en train de mener. Et là, effectivement, je trouve ça hallucinant qu'on n'arrive pas vraiment à vraiment cibler tous les avoirs de ces personnages-là. J'ai lu qu'à un certain moment, il suffisait qu'ils déplaçaient leur yacht pour échapper aux sanctions. Bon, on est en train de faire quoi? C'est pas propre non plus aux oligarques russes. Non, mais voilà, là, on a un cas où on veut justement prendre des mesures, des sanctions contre une série de personnages qui sont directement responsables d'une guerre criminelle. Et voilà, quand ensuite on lit dans le journal qu'il suffit qu'ils déplacent leur yacht, voilà. Donc ça, c'est une chose. Une deuxième chose, c'est qu'effectivement, la guerre et les sanctions vont avoir un impact aussi en Belgique, en France, etc. Donc on voit bien que des entreprises qui font, il ne s'agit pas que de l'énergie, il s'agit aussi du secteur de l'acier, par exemple, d'autres secteurs qui voilà, ont besoin, je pense aux fabricants de voitures, hein, qui font du commerce. Il y a certains biens, des matériaux rares, etc., spécifiques, matières premières qui viennent de la Russie et qui maintenant soit vont manquer, etc. Donc il y aura un impact économique très fort en Europe et plus dans certains pays que dans d'autres en fonction. Hein, l'énergie, par exemple, c'est quelque chose qui se joue dans certains pays plus que dans d'autres. Mais pour l'industrie et le prix aussi pour les ménages, le coût pour les ménages de l'électricité est en train d'exploser. Et donc, si on ne prend pas de mesures fortes, notamment par rapport au fonctionnement du marché européen, hein, sur le prix de l'énergie, etc., les ménages ne savent plus payer, tout simplement. Donc, on est à 20 fois le prix pour le gaz, je pense, de ce qui était il y a un an. Comment est-ce que vous voulez que les gens continuent à tout simplement survivre? Autre question, vous en disiez un mot tout à l'heure, Malin Björk, la fourniture d'armes à l'Ukraine, c'est aussi, rappelons-le quand même, une décision qui a été prise au niveau européen. C'est en cours, si on en croit les généraux de l'Union. Qu'est-ce que vous en dites, Manon Aubry? Je crois que, d'abord, la première chose à dire, c'est qu'il n'y a pas de solution miracle dans cette crise et dans cette guerre. Et qu'il faut être relativement humble sur la réponse qu'on apporte. Parce que sinon, si on envoyait des guerres et que le lendemain, la guerre serait terminée, bon, ça se saurait. Et je crois que notre rôle et notre responsabilité, en tant qu'acteurs politiques, est d'alerter sur les risques et les conséquences que font peser l'envoi d'armes. Il est normal que la question puisse se poser, mais notre rôle, c'est aussi de dire, quand on envoie des armes, qu'est-ce qui va se passer concrètement? Il peut se passer plusieurs choses. La première chose, c'est qu'on envoie des armes, ils sont mieux armés, ils résistent mieux. Et donc, Vladimir Poutine passe un seuil supplémentaire. Connaissant l'arsenal militaire que la Russie détient, ça veut dire des bombardements plus importants et aussi, derrière, des pertes et des conséquences beaucoup plus importantes. Donc ça, c'est une des possibilités et un des risques. Et voire même une escalade qui continue. C'est quoi l'étape d'après? On envoie nos soldats, on envoie les soldats français. Puis l'étape d'après, c'est quoi? On fait une guerre nucléaire avec une puissance nucléaire. Et puis la deuxième conséquence à laquelle on peut penser aussi, c'est que ces armes, est-ce qu'elles ne vont pas se retrouver dans les mains en fait, d'autres groupes, voire dans les mains des Russes, et comment elles vont être utilisées? On a déjà vu le cas, bien sûr. Hein. Et ça s'est déjà vu. Donc, je pense qu'il faut raison garder, essayer de trouver le sang, de gérer cette crise avec sang-froid, et surtout de se dire, OK, comment, 13 jours après le début de cette guerre, notre objectif, en fait, il n'y a aucune guerre qui s'est terminée autrement que celle-là. C'est soit des millions et des millions de morts, soit c'est des gens qui sont autour de la table et qui essaient de trouver une issue diplomatique. Et qu'à ce jour, nous écartons l'hypothèse d'une guerre généralisée du monde entier et donc des millions de morts. Ça veut dire répondre œil pour œil, dent pour dent, et de trouver l'issue diplomatique. Et pour trouver l'issue diplomatique, c'est pour ça qu'on est pour des sanctions économiques très fortes à l'égard du régime russe, pour le forcer à venir à la table des négociations, et enfin engager des voies de sortie qui sont... Et il faudra forcer Vladimir Poutine à venir autour de la table. Le président de l'Ukraine, Zelensky, est même prêt, lui, à dialoguer. Il a lui-même envisagé un moment de transformer l'Ukraine en zone de neutralité. C'est un des enjeux. Je pense que nous, l'Union européenne, il faudra aussi qu'on se fasse entendre dans ce cadre-là, puisqu'il y a aussi des missiles qui peuvent nous atteindre et des missiles dans la portée de tir depuis la Russie. Donc voilà, mais... Plus que jamais, nous croyons à l'issue diplomatique comme la seule voie, et pour la forcer, il faut Est-ce qu'on peut aller un tout petit peu plus loin dans cette ligne-là?
qu'est-ce qu'on voit? Alors, Minsk, les accords de Minsk ont disparu dans la bataille, c'est le cas de le dire. Qu'est-ce qu'on voit concrètement aujourd'hui comme alternative diplomatique? On sait que pour l'instant, il y a des discussions, mais c'est vraiment des discussions de terrain entre une délégation russe et une délégation ukrainienne qui porte sur, on ne sait pas trop sur quoi d'ailleurs, mais ça corridor porte, humanitaire, pas vraiment sur des respecté. questions très locales. Quelles sont là se repose la question de la place de l'Union européenne dans cette histoire. Dans quelle voie on peut s'engager pour engager réellement des négociations de paix qui, bien sûr, vous le dites, vont forcément être longues et compliquées? Je ne sais pas, Marc Botenga. Moi, tout d'abord, je ne jetterai pas à la poubelle aussi facilement les accords qui ont été faits dans le passé. Donc, il est vrai qu'évidemment, dans un conflit, les uns et les autres déjà s'accusaient de ne pas les respecter à la base, parce qu'ils n'ont pas été, les accords de Minsk n'ont pas été respectés depuis 2014-2015. Donc, en gros, ça c'est une chose, mais ça reste un cadre qui, à l'époque de leur conclusion, a été accepté par différentes personnes, par différentes puissances, par l'Ukraine, par la Russie et par la France, l'Allemagne, etc. Donc ça, c'est une chose. Deuxième chose, on a quand même une expérience de, disons, sécurité collective en Europe, de par l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, qui est issue du processus de Helsinki en 1975, avec la Charte de Paris dans les années, en 1990 ou 1990 chez vous, où il y a des principes de souveraineté, des principes de règlement de conflits de manière pacifique, etc. Qui, en théorie, ont été partagés par tout le monde. Qui ont été partagés par plus de, je pense, 57 États, si je m'abuse. Et donc, ça, c'est des bases. Donc, évidemment qu'il faut reconstruire, parce que nous avons vu le dernier temps que toute l'architecture de sécurité collective que nous avions construite en Europe a été détricotée. Nous avons vu que les Russes se sont retirés de la convention qui limitait les forces conventionnelles. Nous avons vu que les Américains se sont retirés notamment du traité ABM, donc sur les missiles antibalistiques, du traité aussi sur les open skies, donc une transparence sur les mouvements de troupes. Mais tous ces textes-là ont existé et ont montré que nous pouvons en Europe travailler à une sécurité collective. Donc la première étape, c'est un cessez-le-feu, évidemment. Il faut aller vers un retrait des troupes russes au plus vite. Il faut effectivement, après, négocier sur une série de choses. Mais moi, je ne voudrais pas limiter la négociation. Je voudrais dire, voilà, nous avons besoin d'une sécurité collective en Europe. Nous devons réfléchir comment on va garantir la sécurité de l'Ukraine, évidemment, sa souveraineté, mais aussi de tous les autres pays en Europe. Et là, je pense que le cadre offert par la base de Helsinki jusqu'à l'OSCE peut être une base de départ. Ça veut dire que vous défendez la neutralité de l'Ukraine, tout simplement? Est-ce qu'on en est là? Moi, en fait, le parti gauche suédoise, on a été très clair. On aimerait voir l'OSCE prendre un plus grand rôle, l'ONU aussi au niveau des négociations. On veut voir un cessez-le-feu pour qu'on puisse négocier plus sainement, parce qu'il y a des négociations avec le feu qui tirent, c'est très compliqué. Et je ne vois pas que l'Europe prend un rôle là-dedans du tout, de soutenir ces négociations. Jeudi, il y aura des négociations, mais l'Europe est absent dans ce processus. Je veux aussi dire que je pense que selon le pays d'où on vient, les débats se présentent différemment. La Suède et la Finlande ne sont pas membres de l'OTAN, comme l'Irlande et l'Autriche aussi d'ailleurs. Et évidemment, la discussion se fait différemment. Et Poutine, il a fait des menaces vis-à-vis de la Finlande et Suède aussi, en disant que vous ferez mieux regarder ce qui se passe si vous contemplez l'OTAN, par exemple. Mon parti est profondément contre adhésion à l'OTAN. Mais la guerre que Poutine fait maintenant, ça ne nous aide pas pour penser à un système de sécurité qui nous permette de rester en dehors d'une alliance militaire comme l'OTAN. Et privilégier d'autres moyens de régler les conflits. Alors ça, c'est aussi une question un peu dans la foulée. On va aller rapidement parce qu'évidemment, on a plein de points qu'on voudrait aborder. Est-ce que dans vos pays, ce désir de paix dont vous parlez là, on le sent, il y a des manifestations un peu partout, y compris en Russie par exemple. Est-ce que ce désir de paix, les manifestations sont suffisantes à l'heure actuelle? Est-ce que ça pousse assez les gouvernements et les États et l'Europe à prendre des décisions? Manon Aubry, comment vous voyez les choses? Ouais, je voulais plutôt interroger nos camarades européens, parce qu'à la rigueur, moi, je peux parler pour la France. Mais, oui. Non, mais pour un média français, pour nous, c'est un peu plus vu. Que ça, il y a évidemment des mobilisations en France qui sont cette première
axe international, et comme on est des profonds internationalistes, un moteur de la mobilisation internationaliste, historiquement, à gauche, ça a été la paix. Mais est-ce qu'on le sent en ce moment? C'est ça la question. Est-ce qu'il a une capacité d'influencer les décisions à l'heure actuelle politiques? Je pense qu'il est quand même pas négligeable, à la fois parce qu'il est aujourd'hui dans l'ensemble des pays du monde, et il y a eu des mobilisations très importantes, notamment à Berlin, en Allemagne, plus importantes, je dois dire, qu'en France. Mais ce qui est intéressant, c'est aussi une quarantaine de mille samedi dernier en France. Ce dont parlait Marc tout à l'heure, c'est cette mobilisation qui naît en Russie elle-même. Et ça veut dire qu'en fait, il y a des gens qui prennent des risques de faire jusqu'à 15 ans de prison juste pour avoir dit « cette guerre, elle n'est pas en notre nom ». Et on est opposé à cette guerre. Et c'est vrai que c'est à la fois, ça force le courage et l'admiration, et je veux dire à quel point on les soutient. Et c'est un des messages que j'ai envie d'envoyer aussi depuis le siège du Parlement européen ici à Strasbourg, de dire « on vous soutient, vous qui résistez ». Et c'est aussi pour ça qu'on a besoin d'une forte solidarité. On a aussi besoin de dire que leur vie est mise en danger, alors ils sont aussi les bienvenus et qu'on les protégera parce que nous sommes attachés aux droits de l'homme. Justement, il fallait qu'on dise un mot évidemment du sort des réfugiés à l'heure actuelle. Les pays européens accueillent les réfugiés. Comment se passe cet accueil dans vos pays respectifs, sachant qu'en général, l'accueil des réfugiés en Europe, vous le critiquez souvent pour ce qui n'est pas, enfin voilà, le manque d'accueil et vous dénoncez souvent le rôle de Frontex également. Comment vous voyez cet accueil des réfugiés à l'heure actuelle dans ce contexte général d'accueil des réfugiés, Marc Bottanga? Je pense que d'abord, il y a important... C'est qu'il y a polémique là-dessus, enfin polémique, en tous les cas débat, discussion à l'heure actuelle. Je pense que, et j'espère, mais je le vois quand même au moins dans le discours politique, il y a une grande unité sur le fait que nous devons accueillir ces réfugiés et qu'il faut un accueil humanitaire. Je vois beaucoup de gens aussi en Belgique, des citoyens qui disent voilà, je suis disposé soit à aller aider à l'accueil près de la frontière ou à accueillir quelqu'un chez moi. Je vois qu'il y a beaucoup d'ONG, d'associations, etc., qui font ça d'ailleurs depuis des décennies, j'ai envie de dire, bien sûr. Qui sont là sur le terrain, etc., pour toute une série de réfugiés. Et donc je trouve ça important, d'abord cet élan de solidarité. J'espère que ça peut aller plus loin. On a vu des épisodes... regrettable sur des rapports de racisme, de discrimination à la frontière qui sont vraiment horribles, enfin des témoignages. Mais je pense, moi j'ai envie de voir le côté positif, tant sur le mouvement pour la paix, parce que le mouvement pour la paix est quand même en train de se mobiliser dans différents pays. Moi j'ai vu la manifestation en Italie ce week-end, 50 000 personnes derrière un drapeau pour la paix, c'était vraiment important, on le voit dans différents pays. Et je vois que cet élan de solidarité est là aussi. Après, il faut aussi voir que les années précédentes, pour d'autres réfugiés, notamment des pays qui maintenant se refont une image, voilà. Et donc pour nous, c'est très clair, en tant que gauche, on a toujours été pour une politique de solidarité, pour une politique de l'accueil, etc. Et donc ici, voilà, espérons que ceci ouvre la voie. Et après, je note que pour certains politiciens, notamment à l'extrême droite, pas tous les réfugiés sont les mêmes. Hein. Malin Björk, comment ça se passe en Suède, cet accueil des réfugiés? Pendant des années, nous, on a voulu donc activer cette directive suite à la guerre en Syrie, suite aux situations en Afghanistan avec les talibans revenus au pouvoir. Ça n'a pas marché. Et maintenant, on voit que ça a été pris comme décision et on est très contente. On est très contente que ça ait été activé parce que ça montre que c'est possible. C'est possible. Et donc, c'est vraiment la différence totale pour les gens maintenant qu'on puisse les accueillir. Et j'espère que tous les pays vont participer à faire ça dignement et faire ça bien. En Suède, on se prépare. Et c'est comme Marc dit, il y a beaucoup de volontaires, des gens qui ont été là aussi depuis 2015, depuis qu'il y a beaucoup plus d'1 million de réfugiés qui sont venus. Donc voilà, tout ça c'est positif, mais évidemment, moi j'attends aussi que ces actes de solidarité soient permanentes et qu'on peut mettre ça en place pour le futur aussi. Alors on n'a pas le temps d'aborder effectivement tous les aspects de ce conflit qui est absolument
encore une fois, inédit et les questions sont ramifiées absolument dans tous les sens à l'heure actuelle. Manon Aubry, est-ce que vous pensez, même s'il est trop tôt pour le dire évidemment, que cette guerre renforce la solidité de l'Union, comme on l'a entendu dire ici ou là, ou est-ce qu'au contraire, ça aggrave un certain nombre de contradictions? Comment vous voyez les choses? Sachant que bien sûr, il est tôt pour le dire, mais comment vous voyez les choses? Est-ce que J'ai une curieuse impression de déjà-vu parce qu'on nous a dit exactement la même chose au moment de la crise du Covid. C'est il n'y a pas si longtemps que ça. Et il y a eu une réponse de l'Union européenne. On nous a dit, ça y est, un géant politique est né. L'Union européenne est prête à faire face aux défis de notre siècle. Bon, d'abord, ça a été un plan de relance européen qui a été réduit finalement par rapport aux ambitions qui étaient les nôtres au Parlement européen. Et puis, ça a été des conditionnalités au plan de relance européen qui ont été imposées aux États. Bon, je ne refais pas le débat, mais disons que je me méfie toujours des discours un peu performatifs qui consistent à dire « Regardez, on est beau, on est fort et on a tout bien fait ». Parce que sur le Covid, force est de constater que je ne suis pas sûre que l'Union européenne était à la hauteur. Je ne parle même pas des capacités de coordination en interne, d'approvisionnement des vaccins. Bref, donc là, il est évidemment trop tôt pour le dire. Bien sûr. Évidemment, on se félicite qu'il y ait une réaction rapide de l'Union européenne et notamment de sanctions économiques qui ont été rapides. Voyons dans les prochains jours si elles portent leurs effets. On a soulevé des questions notamment sur l'efficacité sur la saisie des avoirs des oligarques. La preuve, c'est que là, on s'arrête un peu au milieu du gué et que l'Union européenne ne va pas au bout de sa démarche. Donc, je pense qu'il faut être vigilant. Et par ailleurs, cela ne doit pas être l'objectif. On n'est pas ici pour construire l'Union européenne. On est ici pour répondre à une crise humanitaire, à une guerre. Et c'est bien l'objectif qui doit nous animer maintenant. Maline Björk, vous vouliez ajouter un mot? Oui, je veux juste dire que je pense que, en fait, il y a des choses qui sont bien, comme on avait dit, l'accueil des réfugiés, l'activation de cette directive qui est là depuis 2000 ans, et les sanctions que Manon vient de mentionner, l'aide humanitaire, l'aide économique aussi, parce qu'on a voté sur un programme d'assistance macrofinancière qu'on a voté pour, au moins de partis gauche suédoise. Et donc ça, c'est très important. Ce que nous, on n'aimerait pas voir de partis gauche suédoise, c'est cet amalgame entre l'OTAN et l'Union européenne. C'est ça. Et ça, je pense qu'il faut être aborder cette question. Mais dites un mot, oui, pardon. Très vigilant, parce qu'on a toujours été du côté gauche suédoise contre cet armement, une militarisation de l'Union européenne. Et maintenant, c'est encore plus difficile à résister à ça. Et franchement, de faire cet amalgame entre l'OTAN et l'Union européenne, ça va être un défi de résister à ça maintenant. L'OTAN n'est pas la solution. Manon, vous voulez aussi rajouter un mot par rapport à ça? Non, c'est évident que... C'est ce que vous dites, hein, l'OTAN n'est pas la solution. C'est évident que l'OTAN n'est pas la solution, puisque l'OTAN, c'est quand même une organisation qui date d'un autre temps. Alors, ça fait jeu de mots autant maintenant que j'y pense. Mais voilà, c'est une construction, une alliance militaire. C'est vol, là, on pourrait dire. Ouais, c'est une alliance militaire qui est née au moment de la guerre froide. Ça n'a échappé personne que la guerre froide a été terminée. Moi, je fais partie de cette génération qui est née après la guerre froide, qui est née après la chute du mur de Berlin. Et je crois qu'une alliance militaire dont l'objectif est une augmentation des dépenses militaires, une alliance, une coordination mutuelle, une réponse mutuelle, une assistance mutuelle avec des États qui ne sont pas toujours les plus démocrates et dont l'objectif est d'asseoir la domination des États-Unis, je pense, pose question. Et je ne vois pas pourquoi, s'il doit y avoir coordination au niveau européen, ce qui se pose, ça doit être nécessairement arrimé à l'OTAN. Bien sûr. Un mot, Marc, c'est vous qui allez conclure sur l'OTAN, justement? Je suis assez d'accord avec ce qui a été dit. Moi, je vais revenir peut-être sur l'OSCE. Je pense que si nous voulons construire la sécurité en Europe, ensemble, il faut passer par l'OSCE. Ça me semble, je veux dire, une option réelle, concrète, et c'est là où, quand on parle de l'unité de l'Union européenne, ça a été mentionné tout à l'heure, c'est vrai qu'on a eu des discours très unanimes, etc., mais en même temps, ce n'était pas des discours unanimes pour dire nous venons avec une proposition diplomatique ambitieuse. Parce que justement, si on a les 27 États qui s'unissent en disant nous voulons nous imposer pour une solution diplomatique, pour des négociations, un cessez-le-feu, etc., c'est une autre rhétorique que la rhétorique de l'escalade. Et donc l'unité ou l'union, disons, des pays européens, pourquoi pas, mais
disons surtout pourquoi faire. Et là, on a, je pense, une voie qui n'a pas encore été utilisée, où il faut vraiment mettre tous la pression pour arriver à un règlement pacifique et un cessez-le-feu au plus vite. Merci à vous trois encore. Merci beaucoup d'être venus sur ce plateau. Merci à vous qui nous avez suivis. Et puis à très bientôt. On continuera bien sûr à suivre ce qui se passe du côté de l'Ukraine et dans l'Europe en règle générale. Merci à vous. Au revoir.